Bonsoir à tous, jeudi 18 avril, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. Tout de suite, les titres de cette édition. Profiter de la campagne des élections européennes pour faire entendre ses revendications à l'occasion du scrutin du 26 mai prochain. UFC Que Choisir fixe 5 priorités pour les consommateurs. Nous en parlons avec Philippe Fleuret, président de l'antenne locale de l'association pour la région de Versailles. Pâques, c'est ce dimanche, une fête religieuse mais aussi une traditionnelle chasse aux œufs. Cette année, la Confédération des chocolatiers lance une opération solidaire pour les enfants hospitalisés et les personnes âgées. Reportage dans une enseigne du Ménil-Saint-Denis. Et puis c'est un patrimoine en attente de financement depuis 2014. Le musée d'art naïf de Vic est fermé faute de réhabilitation. La commune se bat pour la réouverture du site qui possède une collection de 800 toiles. Découverte de ce trésor inexploité à la fin de ce journal. Les pompiers des Yvelines à l'Élysée, certains d'entre eux ont été reçus aujourd'hui par Emmanuel Macron. Le président de la République a tenu à les mettre à l'honneur pour leur action dans l'extinction de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Cette semaine, 35 hommes du SDIS 78 ont été envoyés à Paris, dont le groupe d'intervention en milieu périlleux. 4 fourgons incendies ont été mobilisés et aussi 2 bras élévateurs de 46 mètres de haut venant des casernes de Versailles et de Magnanville, les plus hauts d'Île-de-France. Des équipements qui ont eu une action déterminante dans la sauvegarde du beffroi nord de Notre-Dame de Paris. Cette inauguration à la mi-journée, Ski West 1625, la mission locale de Saint-Quentin en Yvelines, ouvre des locaux entièrement dédiés à la garantie jeune. Ils prennent place dans le même bâtiment que l'antenne de la mission locale à Guyancourt. La garantie jeune est un dispositif pour les 18-25 ans sans emploi, études ou formation. Pendant un an, un accompagnement est assuré de manière individuelle et collective avec une pluralité d'expériences professionnelles offertes aux jeunes. Une garantie de ressources de 492 € est versée aux bénéficiaires. Et désormais, le dispositif dans l'agglomération sera centralisé à Guyancourt. Les propos sont recueillis par Nicolas Dandry. Nous avons à la mission locale le premier étage et ce bâtiment était inoccupé. La garantie jeune au niveau de 50 ans en Yvelines était suivie sur différents pôles dans des unités un peu contraintes. Donc ce bâtiment-là étant inoccupé, j'ai demandé avec l'agglo et la ville de Guyancourt, que je remercie évidemment, de voir comment on peut orchestrer pour avoir ces locaux-là. Donc après quelques mois de tractation, nous avons obtenu ces locaux inoccupés. On les a transformés. Donc on a 2 salles de formation et des salles dédiées pour des entretiens individuels. Dans l'actualité, un homme de 48 ans abattu par la police à Versailles. Les faits se sont produits la nuit dernière. Vers 23h55, les forces de l'ordre sont appelées rue Montboron par une femme. Son mari, l'individu en question, venait de lui adresser 2 coups de couteau. Sur place, le forcené est agressif et menace les fonctionnaires avec un couteau. Après plusieurs sommations, les agents ouvrent le feu et touchent à 2 reprises l'homme. Il mourra des suites de ses blessures. Les jours de son épouse, eux, ne sont pas en danger. Une enquête va être menée par l'IGPN pour déterminer si les policiers ont bien agi sous le coup de la légitime défense. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, était hier après-midi à la maison centrale de Poissy. Elle est venue constater sur place l'effondrement d'un mur d'enceinte intervenu le 28 mars dernier. À l'occasion d'évoquer l'avenir du site et de son déplacement ou non en dehors du centre-ville. Reportage de Michael Elmidoro et de Nicolas Dandry. Nicole Belloubet en visite à la maison centrale de Poissy. La ministre de la Justice est venue constater l'effondrement d'un mur extérieur de la prison survenu le 28 mars dernier. Mesurer évidemment les inquiétudes qui peuvent être celles de la population. Quand vous avez un mur d'une prison qui s'écroule, il y a de véritables inquiétudes que je comprends bien. Et surtout envisager avec monsieur le maire l'avenir. L'avenir pour la ministre passe par une rénovation du site. La femme politique propose de débloquer une enveloppe d'environ 60 millions d'euros. Moi, il me semble vraiment nécessaire, si nous restons à Poissy, au centre-ville, comme je le souhaite, que nous nous engagions pour la ville et pour les habitants de cette ville à rénover complètement ces lieux et à en faire vraiment une prison moderne, sécure, avec des objectifs clairs de détention. De son côté, le maire de la commune, Carl Olive, propose une alternative, déplacer la prison. Une consultation citoyenne devrait être lancée auprès des habitants de la commune. La question qui sera posée, c'est êtes-vous ou non favorable au maintien de la maison centrale en centre-ville ? Je souhaite le faire d'ici le mois de juin, dans une forme juridique sur laquelle nous travaillons et qui sera évidemment autorisée. La maison centrale de Poissy est installée en centre-ville depuis 1821 et compte aujourd'hui 193 détenus, dont 35 à perpétuité.
Les élections européennes se dérouleront en France le 26 mai prochain et il n'y a pas que les candidats qui mènent campagne, les consommateurs eux aussi se mobilisent pour faire entendre leur voix en vue du scrutin. Bonsoir Philippe Fleuret. Bonsoir. Vous êtes le président du UFC Que Choisir, région de Versailles, l'antenne locale de l'association de défense des consommateurs. Alors UFC Que Choisir, à l'occasion de ces européennes, fixe 5 priorités pour la prochaine mandature au Parlement européen. On va en parler dans un instant. D'abord, rappelons que l'association se mobilise à chaque élection. Ça, c'est une volonté de votre part. Oui, c'est un moyen de défendre les consommateurs. Avant chaque grande élection, que ce soit européenne ou nationale, présidentielle, législative, on fait toujours part aux candidats, à tous les candidats, des souhaits que l'on souhaite voir transcrits dans la loi. Et donc, on les contacte tous, et donc on leur fait part de nos souhaits. Alors pour le coup, là, les eurodéputés votent des textes de loi qui ont une influence directe sur la vie quotidienne des consommateurs, notamment sur leurs droits face à des produits et des services qui ont libre circulation dans l'espace Schengen. Comment l'association agit-elle au niveau européen ? Voilà. Alors, elle agit par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le BUG, c'est-à-dire le Bureau européen des unions de consommateurs, donc qui se trouve à Bruxelles, auquel adhèrent les principales organisations de consommateurs européennes. Et donc ce bureau se comporte comme un groupe de pression, c'est-à-dire il exerce des actions de lobbying auprès des parlementaires européens. Donc c'est un bureau des unions de consommateurs, vous le disiez, ça réunit plusieurs associations finalement oui. au niveau européen, des associations d'autres pays. Oui, allemandes, portugaises, oui. Italienne, oui, bien sûr. Et quels sont justement les grands objectifs qui guident l'action du BUC et du UFC Que Choisir aussi au niveau européen ? Voilà, quelles sont ces grandes actions ? Alors les actions, ce sont des actions par exemple qui consistent à plus d'informations des consommateurs, c'est-à-dire qu'il y ait plus de transparence. Dans le domaine aussi, par exemple, donc je vais aussi des exemples. Dans le domaine des communications, il y a eu, par exemple, au cours de la dernière mandature, la possibilité donc qui a été reconnue donc pour tous les consommateurs d'utiliser leur forfait lorsqu'ils sont en déplacement à l'étranger. Il y a une suppression des frais d'itinérance. Oui, des frais d'itinérance, voilà. Dans le domaine aérien, des transports aériens, la réglementation a été uniformisée entre les différents pays lorsqu'il y a, par exemple, perte de valises, retard des moyens de transport. Donc ça, il y a une réglementation qui est européenne maintenant, quelle que soit la compagnie que l'on prenne. Voilà. Le droit de rétractation, par exemple, est passé à 14 jours pour l'ensemble des pays européens lorsqu'on fait des achats. Et puis il y a aussi des choses où on n'est pas satisfait. Donc ça, oui, c'est les principales avancées sur on va dire les défaillances de la précédente mandature. Quels sont les points qui posent problème ? Alors les points qui posent problème, par exemple, il y a eu quelque chose qui a été très repris par la presse, c'est l'histoire du glyphosate, c'est-à-dire les produits toxiques. Et donc voilà. Et donc on n'a pas réussi. Donc il y a eu quand même une avancée en ce sens que la définition des produits toxiques a été faite au niveau du Parlement européen. Par contre, l'interdiction du glyphosate de Roundup, ça n'a pas été obtenu. L'Allemagne s'y est opposée. Aujourd'hui, on n'a pas encore de date définitive de sortie de l'utilisation du glyphosate. C'était 5 ans qui avait été prévu, et ça n'a pas été retenu. Voilà. Et puis, il y a eu des différents scandales que tout le monde connaît. Par exemple, que l'on parle des lasagnes à la viande de cheval, des œufs au fipronil, du scandale diesel pour Volkswagen, voilà, ou le scandale Cambridge Analytica, par exemple. Voilà, donc pas mal de scandales, en tout cas, qui ont posé problème pour cette mandature. Alors, la prochaine mandature, c'est jusqu'en 2024. UFC Que Choisir, avec les autres membres du BUC, ont défini 5 priorités pour les consommateurs, sur lesquelles vous appelez finalement les futurs législateurs européens, c'est ça ? Voilà, on les appelle à intervenir, sachant que, il faut savoir que dans le droit français, il y a environ 70% du droit français, des lois et des règlements qui sont issus, qui sont des transpositions des directives européennes. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire voter donc, au niveau européen. Et quelles sont ces 5 priorités justement ? Alors les 5 priorités sont les suivantes. Il y a tout ce qu'on appelle les produits, l'obsolescence programmée, c'est-à-dire des produits qui sont fabriqués avec une durée de vie prévue. Donc on demande à ce que, déjà il y ait une information précise au niveau des consommateurs, que les produits qui peuvent durer plus longtemps, ils soient maintenus sur le marché plus longtemps, et que les garanties, par exemple, si je ramasse une garantie de 2 ans, si le produit peut durer 10 ans ou 15 ans, que les garanties soient plus longues. C'est pas la peine de mettre seulement 2 ans. Voilà. Finalement, promouvoir des produits plus durables. Des produits plus durables et une bonne information. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a ce qu'on appelle l'affichage nutritionnel, c'est-à-dire sur tous les produits alimentaires. Alors, il y a un code couleur qui existe déjà en France, le Nutri-Score, voilà. Donc ABCDE avec des couleurs qui vont de vert, jaune, orange et rouge, voilà. On demande que ce système-là soit étendu au niveau européen, donc ce qui évite
à des consommateurs, par exemple, de mal consommer. Ça permet de lutter contre l'obésité, par exemple. Il y a également une position sur les médicaments, qu'ils soient accessibles à des prix plus abordables. Médicaments. Oui, parce que actuellement, les médicaments, donc les molécules sont fabriquées soit en Chine ou en Inde ou aux États-Unis. Et pour les médicaments de pointe, par exemple, on se retrouve avec des médicaments qui sont fabriqués aux États-Unis, mais qui sont à des coûts très très élevés, Et les Français, par exemple, peuvent pas se les procurer parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc, et vous parliez tout à l'heure aussi du glyphosate. Vous demandez un encadrement plus strict des produits chimiques. Oui, un encadrement plus strict que des produits chimiques, parce qu'il y a eu, par exemple, récemment des décisions de justice, et on voit, par exemple, Monsanto, pour le citer, qui a été condamné, donc on demande que ce soit strictement encadré. Et enfin, la dernière proposition, c'est de développer une intelligence artificielle plus éthique plus éthique. C'est le terme. Oui, parce que on s'aperçoit que maintenant, grâce aux données très importantes qui sont fournies par les data, des décisions peuvent être prises à l'insu des consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui peuvent être prises, par exemple, dans le domaine du crédit, en fonction de votre profil, de ce que vous êtes, vous pouvez avoir tel type de crédit et pas tel autre, par exemple. Et c'est un exemple, et je pourrais en trouver bien d'autres. Donc 5 priorités fixées, vous l'avez dit, vous avez déjà sollicité les candidats. Il y a une quinzaine de candidats qui sont déjà déclarés pour ces élections européennes en France. Merci Philippe Fleuret d'être passé sur ce plateau, président du FC Que Choisir, région de Versailles. Toutes les informations sur les différents sites internet qui se sont affichés durant cet entretien. Manque de sommeil, mal de dos, les salariés du secteur des transports connaissent de nombreux problèmes de santé, mais ils restent peu sensibilisés. Alors pour lutter contre ce problème, leur complémentaire santé a organisé une tournée dans toute la France. Point d'étape, Attrape avec Calypso Vanier. Une tournée pour améliorer la prévention santé dans les transports routiers, c'est l'objectif du plan Transportez-vous bien. Ce camion se rend directement sur les lieux de travail des employés, comme ici à Trappes. Pour ces salariés, se faire ausculter est loin d'être un réflexe. Tout simplement par manque de temps, car ils sont forcément sur les routes et que pour eux, aller voir un médecin, c'est pas forcément quelque chose qu'ils font régulièrement. Selon une récente étude réalisée par l'IFOP, 53% des salariés du secteur disent n'avoir aucune action de prévention dans leur entreprise. Pourtant, ces habitués de la route rencontrent de nombreux problèmes de santé. Le dos, 1 an d'arrêt, 1 an de mi-temps thérapeutique, et là ça va faire 1 an que j'ai repris en temps complet. C'est porter des charges lourdes, conduire toute la journée, tout ce qui est lié au travail de transport de marchandises, les bras, les épaules, physique quoi. L'enjeu de cette tournée, mieux faire connaître les actions de prévention et les services d'accompagnement mis en place par leur complémentaire santé. Il y a des formations qui sont adaptées pour eux sur la qualité de sommeil, pour évaluer leur qualité de sommeil, pour évaluer leur risque cardiovasculaire, diabète. Cette tournée a duré 2 mois. 40 entreprises ont joué le jeu sur tout le territoire français. Et J-3 avant la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques dans les chocolateries. Tout est prêt et cette année, la Confédération des chocolatiers confiseurs de France lance même une opération solidaire avec les enfants hospitalisés et les personnes âgées. Marie-Lénia Pichino. Dans la chocolaterie du Ménil-Saint-Denis, Lapins et Poussins ont investi la vitrine depuis 1 mois. Et pour les derniers préparatifs de Pâques, les livraisons s'enchaînent. Là, forcément, il faut un peu stocker parce qu'à un moment, on va être un peu submergé. Donc on a intérêt à en mettre un petit peu en avance dans les commerces. Rien n'est laissé au hasard dans la présentation. Quand on ne met pas de socle, regardez ce que ça donne. Alors moi, j'ai coupé des gobelets et j'ai fait des socles. Parce que Pâques, c'est aussi l'occasion de laisser s'exprimer sa créativité. Mon chef qui s'appelle Nicolas Morin a proposé un sujet qui s'appelle l'œuf ou la cloche. Mais ici, le chocolat se veut aussi généreux. Membre de la Confédération des chocolatiers confiseurs de France, Christophe Bertrand a fait un constat simple. Les chocolatiers, pour être sûrs de ne pas manquer, prévoient large, quitte à rester avec des stocks de chocolat sur les bras une fois Pâques passé. Il y a 2 solutions, soit on défait les sachets, on remet le chocolat au fondoir et on va récupérer peut-être 20 kg de marchandises, soit à peu près 200 € de marchandises, ou alors avec ces 20 kg de marchandises qui représentaient 200 sujets, on fait plaisir à 200 personnes. Cette année, les 6 boutiques de l'Arena Street participent à l'opération Généreuse Pâques. Au total, ils sont 160 chocolatiers à s'investir dans toute la France. Donc l'idée qu'on a déterminée, c'est de dire aux gens, si vous voulez offrir un sujet à un enfant qui est hospitalisé, on va nous se charger de l'offrir à ces hôpitaux et on mettra en plus pour chaque sujet offert un sujet que nous offrirons. Et puis à la fin, de toute façon, on va offrir également ce qui va nous rester.
Des partenariats sont aussi réalisés avec des EHPAD pour ne pas oublier les personnes âgées. La générosité du chocolat trouve ici tout son sens. C'est un geste également de solidarité qui peut sauver des vies, le don du sang. Une collecte est organisée ce samedi à Versailles, c'est de 10h à 15h à la Rotonde. Un don du sang un peu particulier car il sera gastronome. Pour en parler, Julien Chastragna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la table ronde française de Versailles qui organise ce don du sang gastronome. C'est la 2e édition dans la cité royale. Alors avant d'en parler, parlons déjà de la table ronde française. Qu'est-ce que la table ronde, justement ? C'est un club action tourné vers l'associatif qui a été créé en 1927 en Angleterre et en 1950 qui est arrivé en France. Il fait partie du Côte à la Gore qui regroupe 4 clubs. Donc la table ronde française, c'est un club de jeunes hommes de moins de 40 ans. Il y a le Ladies Circle de femmes de moins de 45 ans, le Club 41 d'hommes de plus de 40 ans et le L'Agora de femmes de plus de 45 ans. Et quels sont ces buts, justement ? Justement, c'est un club associatif tourné vers l'action, donc qu'elle soit culturelle, humanitaire, sportif. Donc après, chaque club est libre de choisir l'action qu'il veut mener. Donc en France, on a 260 clubs et 3000 membres. Et après, au niveau national, on a une action au niveau national qui s'appelle les Voix de l'Espoir, qui a lieu tous les 2 ans. Et qui a lieu, par exemple, cet été, entre le 15 et le 22 juin en Corse. On emmène des enfants en rémission de cancer ou de leucémie, faire une semaine de voile. D'accord. Alors vous disiez, c'est parti de l'Angleterre, ce réseau des tables rondes, c'est-à-dire que c'est un réseau international ? Il y en a partout dans le monde en fait. Ça a été créé en Angleterre par un ancien du Rotary, un jeune qui était au Rotary. Et en fait, il y en a pas partout dans le monde, que ce soit en Afrique du Sud, Suisse, Suède, il y en a partout en Europe. Et en France, vous disiez, c'est arrivé en 1950. En 1950, et précisément pour la table ronde de Versailles, c'est la numéro 6, voilà. si je ne m'abuse, et c'est l'une des plus anciennes en fait en France. En fait, plus le numéro est faible, plus la table ronde est ancienne. Donc Paris a été créé en premier, donc c'est le numéro 1, et après est survenu Versailles en 6, et ça fait 65 ans que la table ronde existe à Versailles. Et du coup, derrière, d'autres se créent, et le numéro s'incrémente chaque fois qu'il y en a une nouvelle. Et combien d'hommes la composent aujourd'hui, cette table ronde de Versailles ? La table ronde de Versailles, nous sommes 6 membres actifs. Et vous disiez, ce sont des hommes de moins de 40 ans. Voilà. Et le genre d'action que vous y développez, alors on va parler dans un instant de ce don du sang gastronome, mais quel type d'action vous menez à Versailles, ça peut être, cette année, on a fait l'assistance du semi-marathon de Rambouillet, on a tenu un point kilométrique. On a fait des dons de livres à l'hôpital Mignot, au service pédiatrique. Donc on a déjà fait aussi des dons à un baby-foot. On avait réussi à réunir des fonds pour pouvoir acheter un baby-foot pour le service pédiatrique de l'hôpital Mignot. Donc après, peut être varié, comme emmener des enfants placés dans des maisons spécialisées, voir des matchs de rugby, ça s'appelle l'Oval de l'Espoir, ou toute autre petite action que l'on veut faire. Ah, donc cette action-là, c'est le don du sang gastronome qui se déroule ce samedi à la Rotonde à Versailles. C'est la 2e édition. C'est quoi le principe du don du sang gastronome ? Le principe, c'est d'aider l'EFS, donc l'établissement français du sang. Comme il y a toujours beaucoup de demandes, en fait, là, on est dans une période où il y a des ponts, comme Pâques, et en fait, le don du sang gastronome, c'est en fait, au lieu d'avoir une collation comme les sandwichs qu'ils donnent habituellement, là, nous, on fait venir un traiteur, et où on aura des verrines, des petits fours pour manger pour la collation. Donc ça permet d'aider les gens, de motiver, on va dire, les gens, de les appâter pour les faire venir. Et nous, derrière, nous faire connaître dans la ville de Versailles. Donc avoir finalement des mets de haut standing. Voilà. Changer habituellement. Et le don du sang, on sait, ils sont primordiaux, les dons du sang, pour sauver des vies, venir en aide aux malades, d'autant plus que les réserves de sang sont en baisse et que les produits sanguins ont aussi une durée de vie limitée. Ça, c'est une thématique qui est chère à la table ronde de Versailles. En fait, beaucoup de clubs organisent maintenant un don du sang gastronome. Donc après, ça peut être nous, on est attaché à ça. Puis après, ça peut être varié en fonction. Nous, on fait un traiteur, par exemple. D'autres clubs font venir des cuisiniers. D'autres, c'est des lycées hôteliers. Donc après, peu importe. Tout le monde amène ses idées et on fait l'action. Donc le principe, c'est qu'on donne son sang et on peut profiter ensuite de ce buffet, qui est proposé par le traiteur. Donc ça va se dérouler comme ça la journée. Ouais. Donc après, c'est entre 10h et 15h à la Rotonde. C'est juste à côté de la gare rive gauche. Et en fait, il y a une salle juste à l'entrée à côté du parking de Sceaux, pardon. Et oui, vous donnez votre sang et après vous profitez. Et pour y participer, il faut s'inscrire à l'avance, on peut venir directement. Quand vous voulez, c'est ouvert de 10h à 15h, donc vous passez, vous donnez votre sang et vous repartez après avoir mangé au buffet. Et je rappelle ce rendez-vous don du sang gastronome au programme ce samedi 20 avril à Versailles, c'est de 10h à 15h à la Rotonde. Merci Julien Chastragna, vice-président de la table ronde française de Versailles.
C'est un trésor malheureusement inexploité dans le village de Vic. Depuis 2014, un musée d'art naïf attend des financements pour pouvoir être réhabilité et rouvert au public. Son maire a ouvert justement les portes et l'histoire de ce lieu à Marilène Yapichino. Dans le village de Vic, situé au centre des Yvelines, un panneau nous l'annonce dès l'entrée. Ici se trouve un musée d'art naïf. Seulement depuis 2014, il est fermé. Donc on rentre dans ce qui était dans le temps l'accueil. Aujourd'hui, vous voyez, là c'est encore fermé puisque les travaux sont pas tout à fait finis. Donné à la commune il y a 20 ans, le musée sur cet art des autodidactes est géré par plusieurs associations successives. Quand la dernière abandonne, son administration revient à la mairie qui décide de fermer pour mieux réouvrir après rénovation. Donc là on rentre dans la partie qui était ouverte au musée, donc on voit les toiles qui sont encore accrochées. Une collection de 800 toiles dort sur les murs ou dans les emballages, à laquelle s'ajoutent les œuvres de la défunte propriétaire des lieux. C'est la vue de la route qui est en dessous du musée. Elle est prise de sa fenêtre. Elle a fait ça de sa fenêtre. Le pari fou d'un collectionneur et de sa femme qui rachètent ce qui était alors une ferme pour la transformer en musée. Et là, on se trouve dans ce qui devait être l'étable, puisqu'on retrouve ici les auges à vaches, avec les chaînes qui étaient là pour attacher les animaux, et l'auge pour manger. Le musée d'art naïf de Vic est inauguré en 1973. La collection de Max Fourny contient 1500 pièces réparties entre le musée de Vic et la Halle Saint-Pierre à Paris. Aujourd'hui, tout repose entre un musée fermé et le sous-sol de la halle, cachés au public. Objectif pour le maire, rapatrier toutes ses œuvres ici et créer en plus une salle dédiée à son épouse, la pianiste Françoise Adnet. Quand elle s'est mariée avec monsieur Max Fourny, là, elle a laissé tomber le piano pour revenir artiste peintre, puisque c'est ce qu'elle voulait faire dès le départ. Un énorme projet de réhabilitation pour la commune de 380 habitants. Passionné par cette histoire, son maire rêverait même de la raconter avec un espace visite dans les parties privées où a vécu le couple. Est-ce que c'était elle en étant jeune? Peut-être, oui, on trouve un peu ses traits. J'ai toujours espoir, puisque là, on a, à force de chercher des fonds, on en a trouvé un peu, donc j'espère qu'on va pouvoir, dès le mois de septembre, arriver à continuer à reprendre des travaux intérieurs. Première victoire grâce à une aide du département, la réfection de la toiture tout juste achevée. Dans la mairie de Vic, les plans du futur musée sont prêts, le projet a été réfléchi et imaginé pour accueillir le plus de visiteurs possible. Les plans ont été faits, le permis de construire a été déposé et accepté, donc tout est prêt pour démarrer. Il manque un peu le financement pour tout faire. On va avoir le financement pour commencer les travaux, mais est-ce qu'on pourra aller jusqu'au bout? Pour l'instant, c'est le point d'interrogation. Un prix qui s'élève tout de même à près d'1,5 million d'euros, sans compter l'aménagement. Le maire garde espoir de trouver des mécènes. On s'est pris au jeu et maintenant, on aimerait bien le voir fonctionner. C'est quand même un bon cheval de bataille, de quoi s'occuper pendant quelques années. Avis aux amoureux de l'art naïf, musée empli d'histoire recherche financement ainsi que fins connaisseurs pour en organiser les expositions. Et puis ses amis de longue date étaient de retour dans les Yvelines. Ben et Arnaud de Samer ne se quittent plus. Plateau télé, collaboration avec des médias sportifs et maintenant sur scène pour leur spectacle à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Mélanie Poquet. Une ferme du Manet hilar, ça riait dans le public mais aussi sur scène. Ben et Arnaud de Samer ont régalé leurs spectateurs de leur humour absurde et partagé leur plaisir d'être ensemble. John, quelles sont les conséquences du Brexit sur le quotidien des Britanniques? What are the consequences of the Brexit for the basic people in the life of all the day? What? Parfois, je suis très spectateur de Ben quand on est sur scène et j'ai envie de me marrer avec le public parce qu'il me fait rire. Il faut un petit peu lutter aussi contre ça pour pas que ça devienne juste de potes qui rient entre eux. Ou alors tu payes une place et tu vas dans le public. Et voilà. Mais du coup, c'est plus un duo. Un spectacle crescendo à l'humour de plus en plus loufoque. Ben et Arnaud de Samer forment leur duo en 2013 dans On ne demande qu'à en rire. De la télé à la scène, cette création leur semblait évidente. Je sais pas si les gens s'attendaient tellement à ce qu'on fasse un truc ensemble, mais nous, on avait l'impression qu'on en parlait depuis longtemps, quoi. Voilà.
C'était enfin, ouais. C'était surtout pour nous de dire enfin sur scène, parce nous deux, c'est vraiment une envie, après avoir fait beaucoup de sketchs à la télé. Des digressions, de l'improvisation, les artistes font de chaque représentation une création inédite. Ben et Arnaud de Samer sont en tournée jusqu'au mois de juin. Et je pense à tous ces jeunes du lycée. On pourra garder ça. On pourra garder, on gardera. Ouais. C'est la fin de cette édition. Replay et reportage à retrouver sur notre application mobile et notre site internet. Dans un instant, le 7-8 loisirs avec Marilène Yapichino pour faire le plein d'idées de sortie en ce week-end prolongé de Pâques. Et le journal, lui, revient dès mardi pour une édition en direct à 18h sur TV78. Belle soirée à tous.